Alors, bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour le début du chapitre sur la chimie organique. Alors, la chimie organique. Dans organique, on entend organisme. Et dans organisme, un organisme, c'est un être vivant. Donc en fait, la chimie organique, ça va être la chimie du vivant, car tous les organismes vivants s'organisent autour de la molécule de carbone. On a donc des molécules qui font partie des êtres vivants qu'on va appeler des molécules organiques opposées aux molécules minérales. Donc la chimie organique, elle est opposée à la chimie minérale. Et c'est ce qu'on appelle des hydrocarbures, c'est-à-dire des molécules qui sont composées principalement de H et de C. Alors principalement des H et de C, mais pas que. Par exemple, si on descend dans ces quelques exemples que je vous ai mis, eh bien on voit qu'on a des N, on a des oxygènes ici, et il va y encore y avoir d'autres molécules comme des atomes de phosphore, de soufre, donc c'est une histoire de quantité. La majorité des atomes présents vont être des H et des C, mais il y a d'autres atomes qui vont pouvoir venir dans ces molécules et qu'on va découvrir par après. Alors, la chimie du carbone, c'est donc la chimie qui va s'intéresser à la matière organique qui s'oppose à la matière minérale. La matière organique et la matière minérale, on en a déjà parlé en première et en deuxième lors des chaînes alimentaires et du cycle du carbone. Alors, dans le cycle du carbone, on a un gros réservoir de carbone qui est le CO2 présent dans l'atmosphère, et ça, c'est du carbone qui est minéral. Ensuite, le carbone organique, on en a partout dans les êtres vivants, donc les arbres, les plantes, les vaches, les gens. Tout ça, c'est du carbone qui est organique. La question, c'est comment est-ce que le carbone qui est minéral passe dans le carbone qui est organique. Eh bien ça se fait via les végétaux et la photosynthèse. Photosynthèse dont on a déjà parlé et dont vous avez parlé surtout au cours de bio, qui est le fait que 6 CO2 de l'atmosphère réagissent avec 6 H2O pour donner du glucose, C6H12O6, et 6 molécules d'oxygène. Et donc, le carbone qui est ici minéral devient donc du carbone qui est organique. Pour rappel, le carbone organique est donc du carbone qui appartient à un être vivant, qui est attaché à des tissus de cet être vivant. Exemple, clairement les êtres vivants tels qu'ils sont quand ils sont vivants, mais aussi tous les produits dérivés. Exemple, la pomme qui est sur l'arbre, même quand elle n'est plus sur l'arbre, c'est toujours du carbone organique. Le lait de la vache que vous buvez, il a beau ne pas être dans la vache, c'est toujours de la matière organique. Vos cheveux sont toujours de la matière organique, même une fois que vous les coupez. Donc, toute cette matière organique, une fois qu'elle a été transformée en carbone organique, eh bien, elle se transmet d'individu en individu. Donc, la vache qui mange l'herbe, elle casse toutes les molécules de carbone, enfin, elle récupère toutes les petites briques, un peu comme des Legos, pour fabriquer ses propres muscles, sa propre peau, ses propres attributs. Et là, l'homme fait la même chose. On mange la vache. Quand on mange le steak, on casse ce petit steak en petites molécules lors de la digestion et on réutilise toutes ces petites briques pour faire notre corps, pour fonctionner correctement et pour grandir. Alors, ce cycle, ça doit être un cycle, donc il doit être refermé. Lorsque les gens meurent, ou les vaches, ou les arbres, eh bien, ce carbone, le corps va être décomposé par les insectes, les animaux, les vers, les asticots. Et en dernier cours, on a des bactéries reminéralisantes qui vont retransformer la matière organique en matière minérale. Et on a aussi, tout au long de la vie des organismes vivants, la respiration
qui va redonner du CO2 atmosphérique et donc minéral. Donc ça, c'est le cycle du carbone. Maintenant, normalement, vous devriez avoir entendu que ce cycle, il est complètement déséquilibré avec des quantités exagérées de carbone qui sont émis dans l'atmosphère. Alors pourquoi est-ce que cette quantité de carbone sont émises dans l'atmosphère? C'est parce que depuis la révolution industrielle, on a relâché des grosses quantités de CO2 en brûlant des hydrocarbures fossiles. Alors, ces hydrocarbures fossiles, d'où ils viennent? Les hydrocarbures fossiles, donc qui sont en gros le pétrole, c'est des immenses forêts qui ont été engloutis à un moment donné lors de glissements de terrain par exemple, ou de tremblements de terre, ou lors de la formation d'une nouvelle mer. Donc on s'est retrouvé avec des forêts tout entières qui se sont retrouvées ensevelies en dessous de sédiments qui se sont accumulés au cours du temps. Dans ce milieu, on a une absence d'oxygène. Donc la décomposition de ces matières organiques ne peut pas se faire comme d'habitude avec les petites bêtes qui viennent manger et décomposer et réduire en petits morceaux pour que les bactéries puissent s'y attaquer. Donc la matière organique est restée comme ça et s'est accumulée avec une pression et une température qui ont augmenté au fur et à mesure que les sédiments se sont enfoncés dans les couches de sol. Et à un moment donné, les conditions de pression et de température ont été telles que la matière organique s'est décomposée et a formé 3 dérivés. Des dérivés solides, des dérivés liquides et des dérivés gazeux, tels que le pétrole, le charbon pour les dérivés solides et le gaz naturel. Ce sont donc des quantités de carbone qui ont été stockées, depuis des milliers d'années dans le sol, et donc des quantités énormes. Et lors de la révolution industrielle, quand on est venu chercher ces réserves fossiles et qu'on a commencé à les extraire pour les brûler, ce qui s'est passé, c'est qu'on a augmenté la quantité de CO2 produit, ce qui a déséquilibré le cycle du carbone et produit plus de CO2 que ce que le cycle est capable d'en fixer via la végétation. Alors, jusque-là, ce ne serait pas un problème, sauf que le CO2, il est responsable de l'effet de serre. Et donc, l'effet de serre, c'est ce qui se passe dans votre voiture quand elle est garée au soleil. On a l'intérieur de la voiture, et ça, c'est l'habitacle qui représente ici l'atmosphère. Et dans cette atmosphère, on a tout plein de CO2. Ce qui se passe, c'est que le soleil, il va réchauffer la Terre. Tout objet qui chauffe va absorber la chaleur et va réémettre un autre type de rayonnement qui sont les infrarouges. Les infrarouges, c'est des rayonnements qu'on ne voit pas à l'œil nu, qu'on peut voir avec des lunettes thermiques par exemple, et qui sont qui émettent de la chaleur. Donc quand on voit la nuit une silhouette en infrarouge, c'est parce que cette silhouette émet de la chaleur. Donc les infrarouges vont être réémis de la Terre et vont retourner dans l'espace. Sauf que le CO2, il va absorber les infrarouges et en réémettre dans toutes les directions, y compris une partie dans l'espace. Mais il va en réémettre aussi vers la Terre. Et donc ces infrarouges vont faire ping-pong entre la Terre et l'atmosphère et donc augmenter la température ici de l'atmosphère et permettre à la température sur Terre d'être ce qu'elle est. Attention que si il n'y avait pas d'effet de serre, donc si l'effet de serre n'existait pas, la température sur Terre serait plus basse que 0 degré Celsius. Ce qui veut dire que si la température était plus basse que 0 degré Celsius, on n'aurait pas d'eau liquide. Et s'il n'y a pas d'eau liquide, la vie, très certainement, ne serait pas apparue sur Terre. Donc quand on dit que l'effet de serre est négatif, c'est faux.
l'effet de serre n'est pas négatif. Ce qui est négatif, c'est l'augmentation de cet effet de serre qui est due à une augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors on parle du CO2 ici, mais il y a évidemment d'autres gaz qui participent à cet effet de serre, donc comme le CH4 par exemple. Mais c'est vrai que la source la plus grande, c'est les combustions des réserves fossiles et que ces combustions produisent du CO2, étant donné que, petit rappel qu'on n'a pas fait jusqu'ici, la combustion des hydrocarbures produit toujours du CO2 et de l'H2O. Alors si vous voulez un plus joli cycle du carbone, il y a le lien ici dans votre cours. Et on va passer donc au pétrole. Alors le pétrole, comme on vient d'expliquer que il était produit par des grandes quantités de matières organiques qui se sont décomposées dans des conditions particulières, principalement donc des forêts ou des algues et du plancton qui se sont vus enterrés en grande quantité. Sa composition au pétrole, c'est tout plein de mélanges d'hydrocarbures. Et ça, c'est important pour le moment. Le pétrole, attention, la plupart, la très très grande majorité, 93%, est utilisé pour produire de l'énergie et on en a 7% qui est utilisé dans la pétrochimie pour les textiles, les plastiques, les GSM, les ordinateurs, les gourdes, tout ce qui est plastique est dérivé en général de molécules organiques qu'on trouve dans le pétrole. Alors le point important ici, étant donné que ce pétrole est un mélange d'hydrocarbures et que tous ces hydrocarbures ne servent pas à la même chose, on va devoir séparer ces constituants. C'est ce qu'on appelle le raffinage du pétrole. Donc le pétrole, c'est ce qu'on vous dit ici. Comme ils ne servent pas tous à la même chose, on va devoir séparer tous ces constituants. Alors quand on descend dans ce tableau, la longueur de la chaîne de carbone augmente. Donc les éthers sont plus longs que des molécules composées de 1 à 4 carbone, qui sont plus courts que les essences de voiture. Donc l'essence de voiture, c'est en général C8H18. Les kérosènes sont des molécules plus lourdes, etc., etc. Parallèlement à ça, donc ça, il n'est pas question de connaître toutes ces données par cœur. Par contre, ce que vous devez être capable, c'est d'analyser de ce tableau que quand la chaîne augmente de taille, la température d'ébullition augmente aussi. Et c'est sur ce principe qu'on va se baser pour pouvoir séparer ces chaînes qui constituent le pétrole. Alors, donc les 4 coupes principales, on va les laisser tomber pour le moment. Vous n'en aurez pas besoin. Alors par contre, ceci, c'est un schéma qui reprend en gros le principe de la distillation. Donc, on a du pétrole qu'on a trouvé dans la mer ou dans une nappe de pétrole. On va chauffer ce pétrole et l'envoyer dans ce qu'on appelle une tour de distillation. La tour de distillation, c'est une tour qui est séparée, qui est composée de plusieurs chambres, séparées par les petits pointillés ici. Les pointillés sont constitués de couvercles avec des clapets. Un clapet, c'est quelque chose qui se lève et qui s'abaisse en fonction de, en gros, si vous poussez ou non dessus. En rouge, c'est quand il est fermé, en bleu, c'est quand il est ouvert. Prenons une molécule qui se trouve ici dans le pétrole brut. On va dire que cette molécule, elle a une température d'ébullition de 200 degrés. Cette molécule est chauffée et elle est envoyée dans ma tour de distillation. Dans la tour de distillation, donc c'est le principe d'une tour, plus vous vous éloignez de la source de chaleur, plus il fait frais, entre guillemets, c'est-à-dire plus la température diminue. Donc si je mets ma main au-dessus de la source de chaleur, je vais me brûler. Si je monte ma main, il va faire de moins en moins chaud. Dans une tour de distillation, plus vous montez, plus la température diminue. Donc ma molécule ici de pétrole brut, dont la température d'ébullition est de 200 degrés, quand elle arrive dans ma tour de distillation et qu'il fait 400 degrés, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, elle va passer à l'état de gaz et donc commencer à monter dans la tour. Le gaz, vous savez que ça exerce une pression, donc quand elle arrive dans une case et qu'elle passe à l'état de gaz, elle va faire monter le clapet et le clapet se soulève, la molécule passe au-dessus et puis
elle passe encore au-dessus ou elle va se reliquéfier en fonction de la chambre où elle arrive. Exemple ici, ma molécule a 200 degrés de température d'ébullition. Elle arrive dans une case où il fait 180 degrés, donc ma petite molécule qui était gazeuse va repasser à l'état liquide et tapisser le fond de la chambre dont on parle. S'il y a d'autres molécules, tant que la pression en dessous est assez forte, les clapets s'ouvrent et le pétrole ou le gaz passe et puis se reliquéfie. Et quand on a rempli cette case-là, on va récupérer tout ça dans un petit baril pour aller le trier. Donc vous voyez qu'on obtient ce qu'on appelle des coupes différentes, de C1 à C5, de C à 10, 6 à 10, de 11 à 15, de 12 à 17. Il n'est pas question de connaître ça. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on sépare donc les constituants du pétrole par rapport à leur taille. Donc si je prends ici une deuxième molécule qui, par exemple, a une température d'ébullition de 25 degrés, on va mettre, eh bien cette molécule-ci qui est ici, elle va passer dans la première, dans la deuxième, dans la troisième, dans la quatrième, et elle va être récupérée sous forme de gaz. C'est ce qu'on appelle le gaz naturel, c'est 2% du pétrole, donc le pétrole renferme 2% de gaz, qui sont donc des molécules qui sont gazeuses et qui vont être récupérées directement sous cette forme. Ça, c'est le grand principe. Donc, si on résume, le pétrole est un mélange d'hydrocarbures qui ne servent pas tous à la même chose. On doit donc les séparer et on va les séparer sur base de leur température d'ébullition, c'est-à-dire sur base de leur longueur, vu qu'on a vu que les deux étaient liés. Alors si vous regardez bien et que vous faites attention à ce schéma, ça c'était une tour de distillation atmosphérique et on voit apparaître une deuxième tour, une tour de distillation qui cette fois par contre est sous vide. Sous vide ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait le vide à l'intérieur, donc on aspire tout l'air pour créer du vide. Et là on va devoir, pour comprendre l'intérêt de cette tour, revenir à l'équation des gaz parfaits qu'on a vue très vite en quatrième, PV égale nRT, qui disait que la pression fois le volume d'un gaz était égale à la quantité du gaz fois sa température, dépendant d'une certaine constante R. Alors, je vous rassure, vous n'allez pas devoir faire de calcul, on va juste utiliser l'équation pour comprendre le principe. PV est égal à nRT, et on s'est rendu compte qu'en fait, toute température d'ébullition d'une substance dépendait de la pression atmosphérique qui était appliquée à cette substance. C'est pour ça que si vous allez à la montagne, l'eau ne bout pas à 100 degrés, elle bout à moins de 100 degrés parce que la pression atmosphérique est diminuée à la montagne. Si la pression diminue, alors la température d'ébullition d'une substance va diminuer aussi. Alors, prenons une troisième molécule. On va prendre une petite molécule verte dont la température d'ébullition est de 450 degrés Celsius. Cette molécule, elle est envoyée ici dans la tour de distillation, mais comme il ne fait que 400 degrés et que sa température d'ébullition est de 450, elle va descendre dans les produits lourds, c'est ce qu'on appelle les produits lourds, qui vont être envoyés dans une deuxième tour de distillation. Et donc cette tour de distillation, comme la pression est diminuée, la nouvelle température d'ébullition de cette molécule est par exemple de 350 degrés. Ce qui veut dire que quand elle arrive au bas de ma deuxième tour et qu'elle a été chauffée, elle va être capable de passer à l'état de gaz et donc d'être récupérée dans différentes coupes de cette deuxième tour de distillation. Donc là, l'équation de PV égale nRT nous apprend que si la pression qu'on applique à un gaz diminue, sa température d'ébullition diminue aussi. Donc là, normalement, la chaîne verte, sa température était de 450 degrés. Quand on la met sous vide, sa température chute à 350 degrés. Donc ça veut dire que cette tour de distillation
permet de séparer des produits qui n'avaient pas été séparés lors de la première distillation. Donc là, on perdrait en fait 45% du pétrole, on le perdrait si on ne l'envoyait pas dans la tour de distillation. Dans la deuxième tour, pardon. Il y a toujours une partie donc des composés qui restent des composés lourds et qui ne sont pas séparés, et c'est ce qui fait l'asphalte sur les routes. Donc l'asphalte et le goudron des routes est fait avec les résidus du pétrole qu'on n'arrive pas à séparer. Donc le premier point, c'était qu'il fallait comprendre que le pétrole était séparé sur base de la longueur des chaînes et de la température d'ébullition. Le deuxième point est que la tour sous vide permet de séparer des composés qui ne l'avaient pas été dans la première. Qui ne l'avaient pas été dans la première en diminuant leur température d'ébullition avec la diminution de la pression. Donc c'est vraiment les deux grands principes que je veux que vous compreniez par rapport à la distillation du pétrole et donc son raffinage. Je ne vais pas vous demander de connaître le schéma par cœur, je veux vraiment juste que vous ayez compris les principes, c'est-à-dire qu'on sépare le pétrole parce qu'il est composé de tout plein de chaînes différentes, qu'elles ne servent pas à la même chose, et on base cette séparation sur leur température d'ébullition et donc leur longueur. Et la tour sous vide permet de séparer des composés qui ne l'avaient pas été dans la première.